Merci Yves Cochet, merci Agnès Sinaï pour cette invitation devant l'Institut Momentum, dont j'ai bien entendu connaissance des travaux et dont j'ai entendu parler par mes amis qui se préoccupent plus directement de questions liées à l'Anthropocène et liées aux impasses de notre civilisation contemporaine que nous mesurons tous et que nous voyons tous. Vous avez bien voulu faire appel aujourd'hui à un historien du monde contemporain. Alors, il y en a d'autres qui se préoccupent de manière beaucoup plus immédiate et beaucoup plus informée des questions liées à l'Anthropocène. Je pense notamment, évidemment, à Jean-Baptiste Fressot, je pense également à François Jarige. Et là, vous avez fait appel à quelqu'un qui est plus spécifiquement spécialiste de l'Allemagne nazie. Ce qui peut sembler curieux ou qui peut interroger, mais on va essayer d'en voir la pertinence. Disons également de manière liminaire que l'orateur, qui est académiquement donc un historien spécialiste de cette période, mais pas que, de plus en plus je m'interroge sur la modernisation allemande avant 1914 et sur les impasses à la fois culturelle, économique, sociale, anthropologique même, de cette modernisation violente qui a précédé 1914. Et par ailleurs, il est un citoyen qui, en tant qu'individu, est préoccupé depuis toujours, depuis tout petit, je peux le dire, par les questions d'écologie, pour aller vite, puisque j'ai grandi dans le plus grand bassin pétrochimique d'Europe, en l'occurrence autour de l'étang de Berre, environné par 8 raffineries, et j'ai vécu, enfant, le balai des Canadaires rasant le toit de ma maison, pendant que, sur fond d'incendie, les torchères des raffineries, elles, continuaient jour et nuit à fonctionner, puisque la machine à alimenter le désastre ne pouvait pas s'arrêter de tourner. Donc, il y avait cette curieuse confrontation entre le spectacle d'une désolation en marche et la perpétuation d'un système thermo-industriel qui la nourrissait et qui ne pouvait pas l'arrêter. Cette expérience d'il y a plus d'une trentaine d'années, eh bien, devient la norme sur à peu près tout le territoire, comme nous l'avons vu en cet été 2022. Alors, je vous le disais, moi, je m'intéresse à l'Allemagne contemporaine. Jusqu'ici, mes travaux académiques ont essentiellement porté sur l'Allemagne nazie, une thèse, puis une habilitation à diriger des recherches, ainsi qu'une série d'articles et d'ouvrages. Et comme je vous le disais, je m'intéresse désormais de manière beaucoup plus nette à la période qui, en Allemagne, a précédé la Première Guerre mondiale et qui, à mes yeux, comme aux yeux d'autres historiens et collègues, est séminale et matricielle dans la production d'une modernité problématique en Allemagne et pour les Allemands d'abord, une modernisation rapide, brutale, violente, marquée par une forte poussée d'urbanisation, une forte croissance démographique avant 1914, une très forte urbanisation, une très forte artificialisation de vastes parties de l'Allemagne contemporaine qui a contribué à un égarement, à un dépaysement au sens littéral d'Allemands qui ne reconnaissaient plus leur pays lui-même et qui, en se surajoutant au drame de la guerre et de la mort de masse et de la défaite, a évidemment été un des terreaux, un des ferments de l'avènement de ceux qui prétendaient résoudre les questions posées par la modernité, en l'occurrence les nazis. Il y a une très forte dimension à prendre en compte sur le long terme, avant 1914, pour comprendre que dès avant 1914, l'Allemagne, au cœur de l'Europe industrielle, urbaine, était un pays en convulsion, un pays en mutation accélérée et rapide, des mutations accélérées et rapides que l'on a pu connaître en France beaucoup plus tard, en l'occurrence 80 ans plus tard, au moment de ces 20 décisives que définit Jean-François Sirinelli entre 1960 et 1980, dont le moment principal aura été peut-être la loi Pisani sur le remembrement agricole, l'arrachage des haies, la fin des bocages, la ticisation, mécanisation d'une agrochimie productiviste, avec l'exode rural qui en a découlé.
Eh bien, tout cela qui a été vécu récemment, au fond, hein, en France, a été vécu beaucoup plus tôt, entre les années 1870 et les années 1914 en Allemagne. Donc, je précise cela pour vous dire que si mon terrain jusqu'ici a été l'Allemagne nazie, dans plusieurs travaux dont je vais reparler, de fait, mon objet, c'est la modernisation allemande, la notion de modernité et les problèmes, les impasses, les questions posées par la modernité et auxquelles les Allemands se sont retrouvés confrontés beaucoup plus tôt que leurs voisins français, par exemple. C'est pour cela que, pour la séance d'aujourd'hui, la réflexion que je vous propose brièvement a une question sous-jacente, une question historiographique importante, hein, dans l'étude de l'Allemagne nazie. Et cette question, c'est la question de la modernité, ou plutôt de la contemporanéité du phénomène nazi. Autrement dit, le phénomène nazi, qui est apparu en 1919 en Allemagne, et puis avec beaucoup plus d'importance en 1933, avec l'arrivée des nazis au pouvoir, ce phénomène nazi, dont nous connaissons les conséquences, a-t-il été, s'inscrit-il dans une logique de fond de la modernité occidentale, européenne et occidentale, ou bien constitue-t-il, et c'est la thèse qui est généralement privilégiée, hein, constitue-t-il une aberration, une anomalie, voire un apax, hein, quelque chose qui est absolument unique et incompréhensible, irréductible à tout autre phénomène et à toute autre logique d'un développement occidental, européen occidental, qui serait marqué par le discours du progrès, par les Lumières, par l'accroissement indéfini, hein, du bien-être matériel comme du soin moral, avec cette croissance, hein, à la fois du nombre de biens en circulation grâce au progrès technique et cette croissance également du bien-être juridique et moral grâce à une protection de plus en plus accrue de la personne et des biens, bien entendu. Ça, c'est la vision que nous avons et que nous défendons de l'Europe et de l'Occident, une vision héritée du siècle des Lumières et qui a été confortée un peu paradoxalement au XXe siècle, puisque au XXe siècle, on a pu considérer que des moments comme la Première Guerre mondiale puis le nazisme constituaient des régressions qui étaient autant d'exceptions qui confirmaient la règle. Régression dans un mouvement général de progrès qui était au fond confirmé par ces exceptions qui avaient été les prurites de violence de la Première Guerre mondiale et du nazisme. Donc la question c'est, voilà, quelle est la place et le statut du nazisme? Comment peut-on qualifier ce moment dans l'histoire de l'Europe et de l'Occident? Est-ce que c'est une aberration ou est-ce qu'au contraire, c'est un produit de notre histoire et un produit dont on pourrait tirer des leçons quand on en dégage les caractéristiques? Alors, j'ai proposé en référence, et puis pour répondre à la demande de l'Institut Momentum, hein, j'ai proposé pour coller un petit peu à des publications récentes, quelques concepts que je vais passer en revue aujourd'hui: extractivisme, complotisme, illimitisme, en commençant peut-être par la question du complotisme. Question du complotisme qui intéresse immédiatement le spécialiste de l'Allemagne nazie, dans la mesure où le nazisme est le complotisme chimiquement pur. Toute la vision de l'histoire défendue par les nazis et toute l'herméneutique du réel, passé et présent, défendue par les nazis, est un complotisme pur et parfait. Tout repose sur l'idée que la race germanique, qui est le sel de la terre, puisque c'est elle qui a créé toute civilisation, ils ont même inventé la Grèce antique et Rome, hein, les Germains, selon les nazis, eh bien, cette race germanique, qui est par elle-même bonne, qui a créé l'agriculture et qui, grâce au surplus dégagé par l'agriculture, a pu créer tout simplement la culture, c'est-à-dire
la civilisation humaine, eh bien, cette race germanique est attaquée de toutes parts, et en l'occurrence, attaquée par un ennemi inexpugnable, irréductible, inconciliable, irréconciliable, qui est bien entendu l'ennemi juif qui, depuis des millénaires, comme on peut le lire dans la littérature nazie, hein, depuis des millénaires, veut la mort de l'homme germanique. Alors pour plein de raisons liées à la psychologie raciale et à la raciologie de l'époque, hein, à ces sciences de l'époque qui étaient développées en Allemagne comme ailleurs en Occident, et qui expliquent très bien pourquoi le juif est un être de haine contre le germain et pourquoi il veut sa mort. Très important d'ailleurs de considérer que le discours est un discours déploratoire, lacrymal et victimaire. Hein. Les nazis considèrent que la germanité éternelle est éternellement sous les coups, sous l'assaut d'un ennemi qui, à la fois rusé, chafouin et cruel, qui veut sa mort. Donc, il y a une vision victimaire de l'histoire, qui est une vision complotiste, puisque, pour aller très vite, mais si vous voulez des détails là-dessus, j'avais traité de tout cela dans ma thèse hein, sur le nazisme et l'Antiquité. Dans l'Antiquité, les Juifs ont tenté le combat ouvert contre la race germanique. Ils ont perdu. Les guerres médiques, qui étaient des guerres juives, les guerres puniques, qui étaient des guerres juives, selon les nazis, ont été perdues. Et les Juifs ont eu comme seul recours le complot, en l'occurrence le complot judéo-chrétien, c'est-à-dire subvertir l'ordre racial, hiérarchique, autoritaire et inégalitaire de l'Empire romain, qui était un empire germanique à leurs yeux, subvertir cela par un message chrétien, universaliste et égalitariste, qui, évidemment, à l'encontre de toute hiérarchie raciale, a fait s'effondrer sur lui-même l'Empire romain germanique des origines. Autrement dit, ce qui a provoqué la fin de l'Empire romain, ce ne sont pas les invasions germaniques, pas du tout, c'est au contraire le travail de taupe et le travail de mine des catacombes chrétiennes, c'est-à-dire judéo-chrétiennes, qui ont fait s'effondrer le socle de l'Empire romain et ses prestigieux monuments. Donc tout s'explique dans l'histoire par le complot juif contre la germanité, complot judéo-chrétien dans l'Antiquité qui met fin à l'Empire romain, et aujourd'hui, disent les nazis, attention, complot judéo-bolchevique, judéo-communiste, qui, avec les mêmes principes, l'égalitarisme communiste et l'universalisme communiste, va contre la hiérarchie raciale et l'ordre biologique du monde, contre la loi d'une nature qui est darwinienne et raciste et qui doit être respectée, chacun devant être à sa place. Les hommes seigneurs, Herrenmenschen, qui sont des créateurs de culture, des colonisateurs, eh bien, étant au sommet de la création et au sommet de l'ordre du monde. Le complotisme, donc, est une réalité permanente et un fondement du monde cognitif nazi, de cette vision du monde, hein, Weltanschauung, qui constitue une interprétation permanente du passé et du présent, et qui, par ailleurs, dégage des solutions pour le futur et vers le futur, puisque une des grandes forces du nazisme, c'est de ne pas se cantonner à cette version déploratoire et lacrymale, c'est d'offrir quelque chose, d'offrir une perspective, d'offrir des solutions biologiques. Hein. Le national-socialisme, a dit Hitler un jour dans un discours, c'est de la biologie appliquée, c'est de l'anthropologie raciale appliquée. Il suffit d'obéir aux lois de la nature, alors qu'ils entendent par nature, je vais y revenir, c'est un petit peu tout autre chose que ce que nous entendons aujourd'hui par le terme de vivant. Hein. La nature, aux yeux des nazis, c'est le lieu clos, fermé d'un affrontement permanent entre des races qui se jettent à la gorge les unes des autres pour obtenir la maîtrise des espaces et des approvisionnements liés à ces espaces. C'est un jeu à somme nulle, la nature, où il y a des survivants et des exterminés. Je reprends le vocabulaire de Goebbels à propos de la Seconde Guerre mondiale, quand il dit à l'issue de cette guerre, il n'y aura ni vainqueur ni vaincu, il y aura des survivants et des exterminés, puisque c'est la loi de la nature, héritage darwinien ou plutôt social darwinien,
nous le savons, hein, c'est cette inflexion ou cette mutilation du darwinisme par les socio-darwiniens dans la seconde moitié du 19e siècle, dont les nazis sont les héritiers. Tout est combat pour la survie, et les nazis considèrent le monde comme étant le champ clos d'un affrontement qui s'appelle la vie, et la vie est un jeu à somme nulle. Je cite volontiers cette division, cette devise adoptée par une des divisions de la Wehrmacht qui avait été engagée sur le front de l'Est à partir du 22 juin 1941 dans le cadre de l'opération Barbarossa. Cette devise était « Le Russe doit mourir pour que nous vivions ». Der Russe muss sterben, damit wir leben. Le Russe doit mourir pour que nous vivions. Voilà un résumé parfait du jeu à somme nulle que constitue la nature, la vie, cet héritage social darwinien. Je fais un petit excursus en rappelant certains prolégomènes. Le darwinisme social, ce n'est absolument pas une invention nazie, c'est au contraire une invention qui a été chérie et qui a incubé dans les métropoles coloniales qu'étaient la Grande-Bretagne, premier empire colonial au monde, la France, second empire colonial, et les États-Unis, qui peut être considéré comme un empire colonial à domicile, hein, avec cet esclavage puis cette ségrégation. Ce darwinisme social qui posait que les hiérarchies sociales étaient les traductions, les translittérations de hiérarchies naturelles, et que dès lors, il n'y avait rien à redire au fait que tel individu ou telle classe se trouve au sommet de l'humanité, dans la mesure où il s'agissait d'une hiérarchie naturelle, qui dès lors ne pouvait faire l'objet d'aucune critique sociale, historique ou politique. Le darwinisme social a été très important parce qu'il permettait de justifier à la fois le colonialisme, puisqu'il est évidemment très lié au racisme, et il permettait aussi de justifier le capitalisme et l'ordre capitaliste tel qu'il existait, avec ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien, pour reprendre une expression plus, plus contemporaine. Donc voilà la conception que les nazis ont de la nature et ont de l'histoire, puisque nature et histoire, de leur point de vue, sont équivalents, sont synonymes, dans la mesure où tout ce qui se déroule dans l'histoire est tout simplement le déploiement de lois de la nature qui sont incoercibles, apodictiques, nécessaires, nécessitantes. Il n'y a rien à dire contre, et toute politique, selon les nazis, doit être la transcription de ces lois de la nature, au risque sinon d'être irréaliste, néfaste, voire suicidaire, hein. On peut bien être pacifiste, disent les nazis, si ça vous amuse, mais on peut aussi se suicider tout de suite, au fond, hein, puisque il n'y a pas de paix, il n'y a pas de paix possible dans l'ordre naturel. On voit ici donc tout cet héritage social darwinien qui va évidemment contre tout ce que d'autres théoriciens du social et d'autres biologistes montraient à l'époque même du déploiement, du développement du darwinisme social. Je pense notamment évidemment à Kropotkin, hein, qui a bien été remis au goût du jour par Gauthier Chapelle et Pablo Servigne dans leur très beau livre L'entraide, l'autre loi de la jungle. Kropotkin qui, travaillant sur d'autres types de biotopes que des biotopes proliférants et équatoriaux, avait bien montré que les logiques de coopération, de solidarité l'emportaient très largement sur les logiques d'entre-extermination censément observées par Darwin, et en tout cas traduites dogmatiquement en impératifs sociaux par les darwinistes sociaux. Donc, du point de vue, si vous voulez, cognitif, du point de vue de la vision du monde, du point de vue de l'herméneutique du réel et des solutions proposées, le nazisme, très clairement, se révèle proche parent de ce que nous pouvons connaître et de ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, dans la mesure où il est un complotisme pur et parfait, un complotisme achevé. Tout se ramène à une guerre inexpiable entre deux principes raciaux, dont un devra disparaître in fine pour avoir la paix. C'est d'ailleurs la grande promesse eschatologique des nazis, qui consiste à dire que grâce à la politique nazie,
politique de conquête et de colonisation de l'Europe de l'Est, eh bien, la race germanique va se projeter spatialement sur les vastes espaces, les vastes plaines de l'Est, l'Ukraine déjà, bien entendu, pour nourrir la race germanique, et temporellement sur un vaste espace plan également, qui est une stase temporelle qui marque une sortie de l'histoire. L'histoire, c'est une vallée de larmes, c'est un lieu de douleur pour la race germanique, qui, rappelons-le, est toujours victime de la méchanceté des autres. Les nazis proposent de sortir de l'histoire, tout simplement, lorsqu'ils parlent d'un Reich de 1000 ans, lorsqu'ils font référence à ce millénarisme traditionnel dans l'espace chrétien, eh bien, ce n'est pas un slogan, c'est un projet. C'est un projet, encore une fois, de conquête, de colonisation et d'établissement indéfini, éternel, sur les vastes terres de l'Est, les plaines de l'Est et l'espace plan de cette stase temporelle qui ne sera plus marquée par aucun événement, puisque la race germanique n'aura plus d'ennemis désormais. Elle aura réduit en esclavage une partie de la population de l'Est et elle aura écarté ou éliminé une autre partie. Ce qui est très intéressant, c'est de voir ce rejeu aujourd'hui du complotisme comme, au fond, ultima ratio, comme dernier recours de nos contemporains, déboussolés, égarés par l'évolution du monde contemporain, embrassant des discours qui nous paraissent, et à juste titre, franchement délirants. Alors, comme toujours, d'ailleurs, de manière très pionnière, l'extrême droite américaine nous ouvre la voie, nous montre la voie avec QAnon et puis avec tous les délires herméneutiques proposés par la complosphère américaine, les pédosatanistes, reptiliens, mangeurs d'enfants, buveurs de sang, etc. Les juifs aussi, qui sont toujours d'excellents candidats, évidemment, à l'imputation complotiste, et des aspirations ou des espérances messianiques comme le retour, la résurrection de John Kennedy, alors soit le père, soit le fils, que tout de même des centaines, voire des milliers de personnes recrutées dans les MAGA Republicans, dans l'extrême droite du Parti républicain américain, ont attendu pendant des jours entiers à Dallas, sur un carrefour de la ville de Dallas, attendant donc la résurrection, le retour de Kennedy, père ou fils, qui évidemment devait rétablir Donald Trump dans ses droits en le réinstallant à la Maison-Blanche. Bref, alors tout cela peut paraître ouvertement délirant, peut prêter à sourire, sauf que en tant que praticien de sciences sociales, en tant qu'historien, on est bien obligé de prendre au sérieux ce genre de divagation pour deux raisons. La première, c'est que ça motive tout de même à l'action plein de gens, en l'occurrence ces milliers de personnes qui se sont rassemblées pendant des jours entiers à Dallas, à ciel ouvert pour attendre la résurrection de tel ou tel, premièrement. Donc ça, c'est quelque chose qui met en motion des corps, qui émeut, qui pousse à l'action, donc c'est intéressant. C'est un facteur à prendre en compte. Et deuxièmement, c'est à prendre au sérieux dans la mesure où ces adhésions franches, pleines et entières à des explications délirantes, non seulement par le passé, ont pu être des facteurs d'événements massivement tragiques. La vision du monde nazi a armé des comportements violents, des comportements meurtriers, des comportements criminels. Et par ailleurs, on se rend compte que cette adhésion pleine et entière à des herméneutiques ou à des explications délirantes, au fond, résonne étrangement avec un monde qu'un esprit rationnel, comme le vôtre ou le mien, pourrait également trouver franchement délirant et ouvertement fou. Voilà. Quelque chose qui est frappant lorsque vous vous intéressez aux phénomènes complotistes, vous vous rendez compte que dans leurs messages, dans leur littérature de réseaux sociaux, dans leurs posts Facebook, les adeptes de ce genre d'explications délirantes, qui ne sont pas des explications, de récits délirants,
disent à un moment ce monde est fou. Eh bien, de fait, c'est un constat que l'on peut tous poser, hein, d'un côté comme de l'autre, de la barrière rationnelle et de la barrière de l'herméneutique. Hein, tous autant que nous sommes, nous pouvons poser le constat que effectivement, un monde où, dans le discours politique, les mots ne veulent plus rien dire, où on cite des slogans du NPA lors d'un meeting d'un candidat de droite à sa réélection, qui ensuite va parler de planification écologique en n'en pensant pas un mot, avant de nommer un improbable Christophe Béchu à l'écologie, quelqu'un qui parle de Make the planet great again, hein, avec ce slogan improbable et totalement inaudible pour un angliciste ou un anglophone, avant d'écrire au président ougandais pour faciliter les forages et les explorations de Total pour près de 400 puits, je crois, dans des zones naturelles protégées. Enfin bref, ce monde-là, très ouvertement, où par ailleurs on proclame la fin de l'abondance en laissant Flying Bernard, hein, pour reprendre le titre d'un compte Twitter qui suit les exploits aéronautiques de je ne sais quel milliardaire qui brûle 20 tonnes de CO2 par semaine et qui évidemment euh, ne va pas être concerné par la dite proclamation de la fin de l'abondance. Eh bien, ce monde-là peut effectivement paraître fou, être fou et conduire à l'épuisement des plus rationnels et des plus, comment dire, des mieux lunés d'entre nous. Alors, pour des gens qui disposeraient d'un petit peu moins de nerfs, de calme, de formation intellectuelle et de référence, le fait d'embrasser, encore une fois, pleinement et franchement un délire total et complet est tout à fait lié et tout à fait, comment dire, homogène ou relié au fait de vivre dans un monde ouvertement délirant, ouvertement fou, où à peu près plus rien n'a de sens, n'a de signification. C'était le cas pour les Allemands de l'époque qui ont en grande partie adhéré à ce complotisme nazi, à cette vision délirante de l'histoire, parce qu'ils avaient été marqués par des traumatismes sociaux massifs qui leur semblaient inexplicables. Je vous le disais, avant 1914, une modernisation très violente, très brutale d'un pays entré en convulsion pendant une quarantaine d'années avant la Première Guerre mondiale. Ensuite, le traumatisme de la Grande Guerre et d'une mort de masse, hein, 2 500 000 morts si l'on compte les civils également morts à l'arrière. Et puis, avant même la grande crise qui a frappé l'Allemagne en 1929, aussi violemment et aussi immédiatement que les États-Unis, puisque l'Allemagne était sous perfusion de capitaux américains, eh bien, cet épisode traumatique est là encore matriciel encore aujourd'hui en Allemagne de la grande inflation, de l'hyperinflation de 22-23 qui a, qui a marqué une forme de gigantesque Saturnale, hein, de gigantesque carnaval avec une mise de la société allemande cul par-dessus tête, un renversement des hiérarchies, un renversement des valeurs, une évaporation des valeurs, qu'elles soient financières, fiduciaires et morales, puisque dans le cas de l'hyperinflation, des économies pieusement rassemblées par un labeur vertueux s'évaporaient en quelques heures, tandis que des spéculateurs crapuleux pouvaient constituer des fortunes en achetant à la baisse. Ça, c'est quelque chose qui a très fortement marqué l'Allemagne et les Allemands, qui reste tout à fait structurant aujourd'hui dans la conduite allemande de la politique budgétaire, mais aussi monétaire, hein, quand on voit les représentants allemands à la BCE, et qui aussi a contribué de manière décisive à l'arrivée des nazis au pouvoir, puisque, encore une fois, eux avaient une explication et des solutions à tout cela. L'autre point si vous voulez, de tangence hein, entre ce complotisme nazi et puis des réalités contemporaines, outre le fait que le complotisme antisémite d'extrême droite se porte comme un charme aujourd'hui, hein, dans tout phénomène social traumatique de masse, il y a recours à des explications complotistes.
outre ce fait-là, l'autre point de tangence, c'est le fait que dans le cas du nazisme, comme aujourd'hui, le complotisme est une manière de conserver la matrice de l'explication providentialiste du monde, qui a dominé l'Occident depuis, pendant 15 siècles, hein, ce providentialisme chrétien qui attribuait tout événement, fût-ce la chute d'un oiseau de la branche de l'arbre voisin, hein, qui attribuait tout événement terrestre à une explication céleste, tout événement mondain à une décision divine. Et ce providentialisme, j'y suis revenu assez longuement dans mon dernier livre intitulé Le Grand Récit, ce providentialisme s'est disloqué, hein, sous l'impact de plusieurs facteurs entre, disons, la Révolution française et la Première Guerre mondiale, dans ce grand 19e siècle du développement de la science, de l'alphabétisation, mais aussi de la déchristianisation. Eh bien, le complotisme est une manière de conserver cette matrice herméneutique providentialiste en congédiant Dieu, parce que de fait, plus personne ne peut y croire sérieusement, dit-on, dans cet univers rationalisé, galiléo-cartésien, mécaniste, marqué par l'équilibre des forces et marqué par l'utilitarisme. Donc on ne peut plus croire en Dieu, mais par contre, le complotisme, s'il congédie Dieu, garde bel et bien le diable, c'est-à-dire une causalité diabolique agissante, donc le juif, le judéo-bolchevique, ou aujourd'hui le pédosataniste reptilien qui fait des messes noires dans les sous-sols de pizza de la ville de Washington, de pizzeria de Washington. Ça, je cite des éléments concrets et réellement existants que vous trouvez, hein, sur la complosphère américaine autour de QAnon. J'insiste là-dessus, non pas parce que je veux vous appeler à une conversion et un retour aux autels, mais parce que c'est également ce qui nous relie et ce que nous avons aussi de commun avec les nazis. J'entends par là l'évacuation de toute transcendance, de tout référent extérieur qui pourrait peut-être poser des limites, induire une forme de pudeur, tempérer certaines actions, fixer des principes que l'on respecterait par crainte ou par amour. De ce point de vue-là, je fais une toute petite parenthèse. Je ne sais pas si vous avez entendu le discours que le président des États-Unis, Joseph Biden, a prononcé il y a quelques jours à Philadelphie devant Independence Hall pour parler de la Constitution, et où il a tenu un discours très ferme sur le danger explicite que représentaient les MAGA Republicans, donc les partisans de Donald Trump, l'extrême droite américaine, pour la démocratie américaine, puisqu'ils ne reconnaissent pas les résultats des élections, puisqu'ils passent leur temps à mentir, puisqu'ils ne reconnaissent plus aucun plan commun au niveau du langage et de la rationalité, etc. Et je me suis pris à rêver, en entendant ce discours à la fois clair, ferme et inspiré, que des dirigeants européens tiennent le même type de discours sur la démocratie, qu'ils seraient peut-être bien inspirés de respecter eux aussi, où on peut rêver sur la catastrophe écologique en cours. Et je me suis dit assez rapidement que c'était assez peu probable, parce que si Joseph Biden, qui est un catholique pieux, fervent, qui n'en fait pas étalage, parce que ce n'est pas un évangéliste vulgaire, hein, c'est un homme qui voilà, a sa foi privée, qui ne s'en cache pas, mais qui n'en fait pas publicité, étalage, eh bien cet homme-là euh, est relié à une transcendance. Et quoi que l'on en pense, ça le relie à des principes qui ne sont pas lui-même, et ça le relie à un référent qui n'est pas seulement sa propre personne ou sa propre jouissance. Joseph Biden est connu pour son amour du vélo et du VTT plus que du jet ski, par exemple. Alors que la définition, au contraire, d'un populiste, comme Trump ou comme ses équivalents chefs d'État en Europe occidentale, y compris en France, eh bien, la définition d'un populiste, ce n'est pas la référence au peuple, c'est la référence à soi-même et à rien d'autre qu'à soi.
à sa propre jouissance, à son propre plaisir, à son propre bon plaisir, résumé par la formule désormais canonique, hein, j'assume, qui veut bien dire peut-être que c'est mal, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, peut-être que ce n'est pas légal, mais en gros, je vous emmerde et tel est mon bon plaisir et je continue dans cette direction. Et bien là, avec le discours d'un homme qui, personnellement, intimement, est relié à une transcendance, dans ce discours politique-là, on sentait qu'il y avait un référent qui était extérieur à lui et qui commandait une attitude et un discours d'une élévation absolument inconnue en Europe occidentale en ce moment. Hein. Ce serait un rêve d'entendre un discours pareil. Je fais cet excursus pour bien montrer que le complotisme nazi, comme le complotisme contemporain, ainsi que d'autres comportements contemporains, se déploient sur le fond d'un univers dont toute transcendance a été évacuée. C'est un constat, hein, historique et historien. C'est un long processus depuis l'avènement, encore une fois, de la modernité galiléo-cartésienne, mécaniste, qui considère le monde comme un système clos, dont les seules interactions entre les objets qui le composent peuvent expliquer de manière suffisante la réalité naturelle, sans qu'il soit besoin d'avoir recours à quoi que ce soit. Alors, d'un point de vue cognitif et scientifique, c'est très fécond. D'un point de vue moral et politique, peut-être un peu moins, hein. En tout cas, si l'on s'en fie à l'expérience que l'on peut avoir en Occident. Parce que les nazis, comme nous-mêmes, vivent et raisonnent dans une réalité qui est un simple plan d'immanence. Un simple plan d'immanence sans dimension verticale, où comptent uniquement les rapports de force et l'exercice donc de la force. Et cet exercice de la force, c'est la performance. J'ai longuement développé ces aspects dans un petit livre intitulé Libre d'obéir, hein, sur les théories nazies du management et leur postérité. Le terme de performance, Leistung ou Leistungsfähigkeit en allemand, est un terme omniprésent dans la littérature nazie. Littérature, qu'elle soit descriptive ou prescriptive, qu'elle soit scientifique ou idéologique, l'exercice de la performance est la preuve ultime de votre droit à vivre. Il faut bien comprendre que pour les nazis, l'individu n'a pas de valeur en soi, il n'est pas digne d'amour, d'attention et de droit par le simple fait de naître. Il doit, l'individu, pour être reconnu comme tel, d'une part être de bonne race germanique, ça va de soi, et d'autre part prouver qu'il est de bonne race en étant performant d'un point de vue sexuel démographique, en faisant beaucoup d'enfants et des enfants sains, d'un point de vue sportif, qui est une propédeutique à la guerre, hein, le sport permet d'aguerrir au sens littéral, d'un point de vue guerrier, doit être un bon combattant, et également d'un point de vue économique, il doit être un producteur efficace dans la course à l'équipement, la course à l'armement que l'Allemagne, dans sa lutte pour la vie, dans son Lebenskampf, dans sa lutte vitale, doit mener pour être au niveau de ses ennemis et pouvoir les combattre. Dans un monde qui est conçu ainsi, avec des individus qui sont considérés non pas de manière absolue, hein, vous n'avez pas d'existence absolue, vous n'avez d'existence que relative, c'est-à-dire référée à votre performance, référée à votre capacité à enfanter, à vous battre et à produire. Et bien entendu, dans ce monde-là, l'individu, la personne, le sujet qui est leistungsunfähig, qui est incapable de produire, incapable d'être performant, le terme Leistung
qui vient du verbe leisten, qui veut dire faire, peut être traduit par rentabilité, rendement, performance. Hein. Eh bien, celui qui est incapable d'être rentable, de donner du rendement, de performer, celui-là est considéré de manière très littérale comme un poids mort. C'est le terme de ballast qui est employé par les nazis. Et un ballast, ça se passe par-dessus bord, évidemment, pour permettre le mouvement du véhicule. Cet individu-là doit être exclu du cycle procréatif. Il ne doit pas donner la vie. C'est la loi du 14 juillet 1933 qui crée les tribunaux de santé héréditaire et donc la stérilisation obligatoire, la stérilisation forcée. 200 000 victimes entre 1933 et 1945. Des Allemands de bonne race, mais considérés comme étant des malades héréditaires et donc stérilisés. Les nazis n'ont pas inventé ça, hein, ça se pratiquait aux États-Unis depuis 1908, et ça s'est pratiqué aux États-Unis ou dans les pays scandinaves jusque dans les années 1970, mais comme toujours, il y a une intensité, une extension du phénomène chez les nazis qui signe leur originalité. Leur originalité, ce n'est pas une originalité de nature, hein, puisque les idées qu'ils défendent et les pratiques qu'ils mettent en œuvre ont été pensées ailleurs et autrement. Mais par contre, la mise en œuvre est d'une radicalité folle, puisque les nazis considèrent que l'Allemagne est en danger de mort, en danger d'extinction biologique, et qu'il faut agir vite, fort, avec une violence et une brutalité inconnues ailleurs. Donc vous avez la stérilisation forcée, vous avez 70 000 victimes aux États-Unis de 1908 aux années 70. En Allemagne, vous en avez 200 000 en 12 ans, hein, vous voyez la disproportion d'intensité. Et l'autre conséquence de cette conception de l'individu, c'est la mort, tout simplement, l'élimination physique avec, pardon, je me suis trompé dans le chiffre, 400 000 victimes de la stérilisation en 12 ans. Et l'autre décision, donc, c'est la décision du meurtre de masse, avec la fameuse opération T4 qui fait 70 000 morts entre octobre 1939 et août 1941, mais qui en fait est poursuivi jusqu'en 1945 pour atteindre un total de 200 000 morts. 200 000 morts, d'abord par gazage et crémation, avec des techniques qui ont été expérimentées par des médecins SS et qui seront ensuite transposées à d'autres lieux, c'est-à-dire les centres de mise à mort de l'opération Reinhardt à partir du printemps 1942 en Pologne. Et puis ensuite, à partir de l'été 1941, on passe plutôt à la famine, à l'injection, à d'autres modes d'assassinat. Là encore, il s'agit d'Allemands considérés de bonne race, mais inaptes à la production, inaptes à la performance, comme des bouches inutiles, comme des poids morts qui doivent être passés littéralement par-dessus bord. Sur ce plan d'immanence, donc, qui est le monde, qui est un cauchemar, la vie et la nature, c'est un cauchemar pour les nazis, parce que c'est la guerre permanente, dont les Allemands sont les premières victimes. Il ne faut pas croire que les nazis aimaient la guerre, au contraire, ils considèrent la guerre comme étant un moment de contre-sélection naturelle, puisque ce sont les meilleurs qui meurent au combat. Donc il faut mener une guerre qui sera la der des der, véritable dernière guerre, une guerre biologique qui permettra ensuite de vivre un millénium de paix, ce fameux Reich de 1000 ans où la race germanique sera libre de faire des enfants et de les nourrir grâce aux vastes terres fertiles de l'Est. En attendant la réalisation de ce rêve, qui est un rêve eschatologique très prometteur, une grande promesse faite par les nazis aux Allemands, il s'agit dans ce monde désenchanté, dans ce monde sans transcendance, dans ce monde où n'existent que les entités biologiques, leur force, leur performance, leur opposition et leur rapport de force, dans ce monde-là, pour survivre, il s'agit de puiser et d'épuiser. J'ai fait un point sur cette question-là dans un article il y a une dizaine d'années, un article que j'avais donné à la revue 20e siècle, désormais 20 et 21. La revue 20e siècle est une
grande revue d'histoire contemporaine. Je pourrais vous donner le lien, hein, on trouve l'article sur Kern, un article que j'avais intitulé « Les nazis et la nature, protection ou prédation ?» Point d'interrogation. Protection ou prédation. Parce que, vous le savez, nous connaissons tous cette petite musique selon laquelle, alors ça accable plus souvent nos pauvres amis végétariens à table, hein, qui ont rappelé que Hitler lui-même, etc., etc. Mais de manière générale, quiconque a une sensibilité écologiste et se trouve face à un chasseur-conducteur de 4x4 dans ces rencontres, se voit opposer que les nazis eux-mêmes étaient de grands écologistes. Cette idée-là a été défendue par un essayiste contemporain qui continue à hanter les plateaux de télévision, caricature du boomer pur et parfait, qui est donc Luc Ferry, hein, qui en 1992 avait publié un ouvrage intitulé « Le nouvel ordre écologique », où il démontrait par A plus B que tout petit déjà, les nazis, etc. etc. Bon, j'ai un petit peu fait justice de cette lecture-là, puisque je me suis intéressé dans mes travaux à la conception nazie de la nature, et j'ai pu me rendre compte que s'il y avait eu édiction ou prescription de normes de protection de la nature sous le Troisième Reich, d'une part, c'était pour satisfaire une clientèle qui avait déjà préparé ces textes-là. Alors, en l'occurrence, les protecteurs de la Heimat. Et la Heimat, ce n'est pas la nature, hein, c'est au contraire l'environnement anthropisé. Hein, c'est le paysage allemand, c'est le village allemand, c'est le patrimoine germanique, c'est l'espace en tant qu'il est informé et conformé par le génie germanique, visible dans les maisons à colombage ou dans les haies ou dans les labours parfaitement symétriques d'un champ, etc., etc., ou dans les toits de chaume, que voulez-vous. Donc, ou la forêt allemande, considérée comme une métaphore du peuple allemand enraciné dans son sol, etc. Bon, non, ces normes ont été passées, mais d'une part, elles n'ont absolument pas été respectées. Les nazis ont été les destructeurs les plus radicaux de l'environnement allemand dans toute l'histoire de l'Allemagne. Ça a été de l'agrochimie à gogo pendant 12 ans, puisqu'il fallait produire tant et plus. Ça a été de l'arasement, de la dévastation de forêts. Ça a été de l'excavation de montagnes pour y loger des usines Messerschmitt. Ça a été également la destruction de zones humides censément protégées pour construire de gigantesques stations touristiques intégrées, comme celle de Prora-Rügen sur l'île de Rügen, avec un hôtel, un complexe hôtelier dont la façade fait 6 km de long, hein, 6 km de long, et qui compte 20 000 lits. Bref, ça a été évidemment un productivisme à gogo, hein, pendant ces années-là, pour réarmer l'Allemagne comme jamais elle ne l'avait été, un productivisme qui, bien entendu, était lié à un extractivisme forcené, d'autant plus forcené que les nazis étaient paniqués à l'idée de ne pas avoir assez de ressources minières, euh, 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 pétrolières, gazières, agricoles et forestières pour mener à bien leurs projets. Et nous le savons, leurs objectifs stratégiques militaires étaient quand même souvent orientés par les champs pétrolifères qui se trouvaient à proximité ou par les ressources qu'ils pouvaient extraire d'un territoire. De manière très claire, ça demanderait beaucoup plus de développement, bien entendu, mais à partir de 1933, toute la politique sociale et fiscale des nazis est gagée sur la spoliation interne au Reich, communistes, socialistes, juifs, syndicalistes, etc., spoliés. Donc, la spoliation finance la politique sociale et fiscale, et c'est gagé également sur la prédation à venir de l'Europe qui doit être conquise et en partie colonisée pour ce qui est de l'Est de l'Europe, et qui devra avoir un rendement nutritif, minier, pétrolier, gazier, forestier, qui alimentera la machine de conquête nazie, d'une part, et puis ensuite qui assurera le bien-être d'une race germanique enfin rassasiée, enfin dotée de ses nutriments et de son confort à la hauteur de son génie, à la hauteur
de ce qu'elle a généreusement apporté au monde, c'est-à-dire rien de moins que la civilisation. Donc, ce que je défendais dans cet article, mais en faisant une revue littérature comme en travaillant sur les sources que je connaissais bien, c'est que le nazisme est un extractivisme paradigmatique. Le, la vision du monde nazi que j'ai rapidement esquissée, qui est une vision désenchantée, cauchemardesque et par ailleurs totalement utilitariste du monde, eh bien cette vision du monde-là implique l'extraction de ressources de la part d'espaces ou de la part d'individus, les deux en l'occurrence, dans lesquels on va puiser jusqu'à l'épuisement. Et de ce point de vue-là, il y a une homologie entre le sort qui est réservé à la nature sous le Troisième Reich, considéré comme un simple fonds d'énergie à épuiser, d'abord et avant tout la nature allemande, encore une fois. Protection de l'environnement allemand et du joli village germanique n'a pas résisté longtemps au plan de 4 ans industriel de réarmement à partir de 1936. Les jolies campagnes avec les costumes traditionnels, les fourches et le chaume n'a pas résisté très longtemps à l'intensification massive de l'agrochimie et de la mécanisation, qui d'ailleurs était bien en train depuis la fin du 19e siècle. Justus von Liebig, ce n'est pas seulement les extraits de jus d'animaux, c'est aussi l'agrochimie, c'est aussi le ferment minéral pour augmenter les rendements. Donc les nazis ont poussé toutes ces expériences-là, toutes ces logiques-là jusqu'à leur terme. Et donc il y a une homologie entre l'exploitation forcenée, l'extractivisme forcené auquel est soumis la nature et l'épuisement de ce qui est considéré par ailleurs aussi comme une simple source d'énergie, un simple fonds d'énergie à épuiser, qui est le travailleur étranger, incorporé de force à l'économie du Reich, ou pire encore, dans le dernier cercle de l'enfer, si vous voulez, le dernier cercle de l'enfer nazi, la main-d'œuvre concentrationnaire, qui est considérée là comme une biomasse à épuiser jusqu'à la mort, ce dont ont bénéficié les entreprises allemandes, puisque la SS leur louait pour des sommes tout à fait modiques la main-d'œuvre concentrationnaire. Et c'est peut-être, avec certaines expériences coloniales, le seul moment dans l'histoire où la fameuse loi des reins des salaires, qui avait bien été distinguée par Karl Marx, c'est-à-dire le fait de payer la main-d'œuvre assez peu pour maximiser mon profit, mais assez pour qu'elle puisse se nourrir, survivre et donc perpétuer sa force de travail, eh bien cette loi des reins des salaires n'avait même pas à être respectée dans le cadre du camp de concentration, puisque le turnover, comme on dit aujourd'hui, l'afflux de main-d'œuvre par les trains qui ne cessaient d'arriver était tellement régulière et tellement importante qu'on n'avait pas à se soucier de la simple survie de cette main-d'œuvre, sauf pour des travailleurs spécialisés que l'on veillait à bien identifier grâce à des systèmes de fiches IBM d'ailleurs, et à bien localiser, à mieux traiter, à mieux nourrir, parce que eux étaient des travailleurs spéciaux. Mais pour le tout venant, qui cassait du caillou, qui creusait une mine, il n'était pas question, si vous voulez, de mettre du lard dans la soupe, très concrètement. On pouvait donner une simple eau claire et puis laisser mourir les camps de concentration à partir de 1939, changeant complètement de vocation et devenant des lieux d'exploitation, de mort par le travail. Et puis, au fur et à mesure des dégradations de la guerre, des dégradations logistiques nazies, des mouroirs à ciel ouvert que les armées alliées ont découvertes avec un effarement bien compréhensible. Donc, les nazis illustrent un extractivisme paradigmatique et si cela vous intéresse, j'ai développé cela également dans deux ouvrages, La loi du sang
penser et agir en Asie, qui était mon habilitation à diriger les recherches, et cet essai sur l'organisation en Asie du travail qui s'intitule Libre d'obéir. Le troisième terme que j'ai proposé, j'en terminerai par là pour ne pas monopoliser la parole, troisième terme que j'ai proposé à la discussion aujourd'hui est celui d'illimitisme. Alors, c'est un néologisme que j'ai créé, élaboré l'année dernière dans le cadre de mon dernier livre qui s'intitule Le Grand Récit. Le Grand Récit où je parlais de la fin du providentialisme, de l'avènement de ces grandes religions séculières, politiques, dont le nazisme a été un exemple, lesquelles religions séculières politiques se sont dissoutes après 1945 et ont laissé place à autre chose, à d'autres discours de sens comme le complotisme, bien sûr, mais aussi peut-être l'illimitisme que l'on voit à l'œuvre aujourd'hui, que ce soit du côté des jet-skieurs ou des jet-setters dans leurs avions. Il n'y a pas de limite. C'est une manière de, comment dire, il n'y a pas de limite, évidemment, à la prospérité, aux ressources et à l'atmosphère. Il n'y a pas de limite morale non plus, bien entendu, hein, puisque mon bon plaisir et ma jouissance décident de tout. Et interdire l'usage des jets privés serait un obstacle insupportable, évidemment, à ma liberté de voler en jet, qui fait partie intégrante de ma dignité d'être humain. Cela va de soi. Donc cet illimitisme contemporain, nous le voyons partout à l'œuvre, dans l'indécence, dans l'impudence, dans les formes de crachats quotidiens qui sont opposées à toute décence, à toute rationalité citoyenne. Et c'est une manière également de sauver, malgré lui, le discours du progrès dont nous parlions tout à l'heure, l'idée selon laquelle, malgré tout, malgré les guerres, malgré les malheurs, malgré les accros, eh bien, il y aurait toujours cette logique de croissance, hein, croissance du bien-être, croissance de la richesse, et croissance du respect des êtres humains, enfin, quand on a le temps en tout cas, ou du moins les êtres humains qui en ont les moyens. Une manière de sauver cela par des choses que nous connaissons bien, par le technosolutionnisme, hein, puisque s'il y a peut-être des limites à certaines ressources, je veux bien vous concéder, eh bien, il y a une ressource qui n'a pas de limite, c'est la matière grise, c'est bien connu. L'innovation nous sauvera. L'innovation, d'ailleurs, qui est désormais un mot codé hein, pour parler de progrès, de croissance infinie, indéfinie, illimitée. L'innovation nous sauvera, le technosolutionnisme est là, un brin de philanthropie et d'optimisme anthropologique doit nous inciter à avoir confiance dans l'être humain et dans ses capacités insoupçonnées à faire ceci ou cela, à voler en jet privé et bientôt peut-être à voler en Falcon jusque vers la Lune ou vers Mars, que, idée brillante, nous allons coloniser après avoir détruit la seule planète habitable à des années-lumière autour de nous. Enfin bref. Donc ce discours-là, bon, qui est absolument intenable d'un point de vue rationnel, nous le voyons promu. Hein. On avait eu la chronique l'année dernière, amusante, émouvante, des tribulations de Thomas Pesquet dans sa capsule, ce qui était peut-être une manière aussi de nous acclimater à l'idée de ce rêve-là, nourri par des milliardaires qui envoient des fusées au mépris, évidemment, de tout bilan carbone. Mais enfin, ça ne les concerne pas. Donc, nous vivons là-dedans. Et ça, c'est notre différence, au fond, avec les nazis et la période nazie. Il n'y a pas d'illimitisme chez eux. Au contraire. Au contraire. Il y a d'abord une conscience très nette, voire panique, de l'insuffisance des ressources. Mon collègue et ami Timothy Snyder, qui avait publié Terre de sang et qui ensuite a publié un ouvrage intitulé Black Earth, Terre noire, a parlé de panique écologique dans l'Allemagne nazie. Alors, écologique ici au sens, on va dire, de Ernst Haeckel. Hein.
écologique au sens de l'oikos, hein, du foyer que j'habite, de la Heimat, qui ne dispose pas d'assez de ressources. C'est un des axes structurants du discours nazi. Chez Hitler, c'est permanent que de rappeler que l'Allemagne a une surface insuffisante par rapport à sa population, que ses sols sont peu fertiles, que ses ressources sont insuffisantes, etc., etc. pour une population qui est trop importante. C'est un argument que les nazis ne cessent d'opposer aux puissances occidentales en les renvoyant à leur situation d'opulence. Soit pour les États-Unis, un pays qui est un véritable continent, et dans un de ses discours, Hitler énumère à Roosevelt toutes les ressources dont les États-Unis bénéficient, soit quand ces pays sont des petites métropoles, eh bien, ils jouissent de vastes empires coloniaux, et c'est le cas des deux plus anciennes démocraties du monde avec les États-Unis, c'est-à-dire la Grande-Bretagne et la France, qui disposent d'un vaste empire colonial chacune, les deux premiers empires coloniaux du monde, et qui donc n'ont pas de leçons à donner aux nazis qui veulent assurer de manière responsable la survie des Allemands. Et donc, Timothy Snyder parle de panique écologique, hein, en prenant bien au sérieux ce discours nazi. Je vous le disais, c'est au sens hegélien du terme, au sens de cet oikos, hein, de ce foyer qu'il faut renforcer pour pouvoir nourrir une famille nombreuse. Et l'oikos, en fait, c'est le biotope. Hein. Le biotope, ce que les nazis appellent der Lebensraum, hein, que nous traduisons par espace vital. Moi, je le traduis littéralement, parce que c'est sa signification, par biotope. Hein. Leben, bios, la vie, topos, raum, l'espace. Hein. C'est une traduction, une germanisation littérale d'un terme de science naturelle, d'un terme scientifique, qui évidemment, dans le discours nazi, passe du descriptif scientifique, le biotope de la musaraigne par exemple, au prescriptif politique. Il faut acquérir des terres supplémentaires pour nourrir la race germanique. D'une part, il y a cette conscience panique des limites, cette volonté de dilater l'espace pour acquérir des ressources supplémentaires, mais cette dilatation elle-même a des limites. Il y avait des projets, comment dire, des spéculations technologiques sur des bombardiers transatlantiques pour, le cas échéant, attaquer les États-Unis ou se défendre contre les États-Unis. Mais de fait, lorsque l'on raisonne sur les projets ou l'ampleur des projets nazis, ces gens-là ne voulaient pas conquérir le monde. Bien loin de là. Ça, c'est quelque chose que, pour le coup, je développe dans la loi du sang, en ayant trouvé les éléments qui guident la géostratégie nazie, si vous voulez. On se demande toujours jusqu'où ils voulaient aller. Ben, ils voulaient aller à l'Eurasie. Ils voulaient aller à l'Oural, et pas au-delà. Parce que les nazis se prétendent biologistes déterministes, et affirment très clairement qu'ils n'iront pas au-delà de la limite extrême orientale d'essence florale considérée comme germanique, le hêtre et le bouleau, qui, disent les arboriculteurs et les agronomes, s'arrêtent au pied de l'Oural. Et de ce point de vue-là, il y a une concordance entre différents, comment dire, différents domaines de la science nazie développés au sein de l'Institut de recherche de la SS, qui était le Deutsches Annerbe, une correspondance entre l'archéologie et la biologie. La biologie montre que la vie germanique s'arrête au pied de l'Oural, le hêtre et le bouleau, essence germanique, et l'archéologie montre que des comment dire, des établissements germaniques préhistoriques ou médiévaux sont attestés avant cette limite-là. Donc l'homme germanique ne va pas au-delà des espèces qui caractérisent son biotope, fussent-elles des espèces florales, qui déterminent et qui posent les limites de son expansion
son expansion territoriale. Il y a une raison à ce limitisme nazi, si vous voulez, qui est que, encore une fois, ils se considéraient comme des biologistes déterministes. Ils considéraient que les espaces et les conditions géoclimatiques d'un biotope influaient possiblement sur l'organisme humain. Dès lors, il était hors de question de réclamer, sauf pour la forme et pour protester, de réclamer les anciennes colonies allemandes qui, après 1919, avaient été attribuées à des puissances mandataires. Il était hors de question d'aller ou de retourner en Afrique parce que le soleil africain fait dégénérer l'homme allemand, le modifie biologiquement, le fait muter. Ça, c'est quelque chose que Himmler exprime très bien dans un de ses discours où il parle des Ostrogoths, venus de Crimée, ces antiques peuples germaniques qui ont bifurqué vers le sud et qui sont allés coloniser la péninsule ibérique et qui y ont dégénéré. Les fiers Ostrogoths de l'Antiquité, selon Himmler, sont devenus des Espagnols, des Hidalgos à pompons qui jouent du banjo et qui ne sont plus dignes de leur appartenance à une race d'hommes seigneurs supérieurs. Donc le soleil fait dégénérer, la température fait dégénérer. Pour rester identique à son essence biologique, il faut aller plein est, rester sous les mêmes latitudes et ne pas tenter l'expérience de la mutation, de l'évolution biologique. Et donc, c'est quand même assez rafraîchissant, si vous voulez, de terminer par cela, en constatant que eux étaient des limitistes. Eux n'étaient pas illimitistes, ils comptaient s'arrêter quelque part, même si, par ailleurs, dans leur volonté de conquête et de colonisation de ces espaces de l'Est, sur ce biotope-là, tout était permis. Parce qu'encore une fois, la vie est un jeu à somme nulle. La nature, c'est la guerre. Voilà. Pour conclure, ce que nous venons de voir très rapidement, c'est qu'un phénomène historique qui a tendance, d'une part, à reculer dans le temps avec l'écoulement du temps, mais qui continue toujours à intéresser, ce phénomène-là que nous présentons, que nous aimons présenter, c'est normal, bien entendu, comme étant une aberration, une exception, quelque chose qui n'a rien à voir, parce que d'ailleurs, la preuve, l'Ordali de 1945 a rendu le verdict de l'histoire en faveur du bien, la démocratie occidentale contemporaine contre le mal, le fascisme et le nazisme. Ce moment-là ou ce mouvement-là, ce phénomène-là que nous voulons, et c'est compréhensible à toute force, expulser de l'histoire qui est la nôtre, au fond, s'intègre parfaitement, est une composante à part entière de cette histoire-là. Parce que le nazisme est impensable et incompréhensible sans toutes ces idées et tous ces principes que ni les Allemands ni les nazis n'ont inventés. Le colonialisme, productivisme, l'extractivisme, le capitalisme, le darwinisme social, l'eugénisme, le militarisme, l'expansionnisme, etc., etc. Tout cela, ce sont des choses qui ont été élaborées hors d'Allemagne et avant l'arrivée des nazis sur la scène de l'histoire en 1919, qui ont été élaborées d'ailleurs plutôt dans ces zones positives qui ont gagné après 1945. Alors même si parfois leurs armées étaient des armées de ségrégation, comme aux États-Unis, même si les Noirs n'avaient toujours pas voix au chapitre jusque longtemps après la Seconde Guerre mondiale, mais ces zones-là, avant 1919, dès la seconde moitié du XIXe siècle, avaient été le lieu de création, d'incubation et de diffusion d'idées, de réflexes, de concepts et de manières de voir le monde et d'appréhender le monde, de concevoir le temps, qui est de l'argent, rappelons-le, de concevoir l'espace, qui doit être occupé, exploité, monétisé, rentabilisé, de concevoir la personne humaine, considérée comme une ressource humaine, un facteur travail, un facteur de production,
Bref, des idées qui préexistaient aux nazis et dont ils ont été les héritiers, les récupérateurs, et qu'ils ont su mettre en œuvre avec une violence et une rapidité, bref, avec une radicalité qui était à leurs yeux liée à la situation objective de détresse de l'Allemagne qui, à leurs yeux, encore une fois, se trouvait en danger de mort, en danger de disparition, en danger d'extinction, ce qui appelait une action résolue sur le fondement d'idées qui paraissaient tout à fait recevables, acceptables à l'étranger. J'insiste sur ce point-là parce qu'il faut bien se souvenir qu'avant 1940, avant 1939, avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, mais même après, hein, quand on voit le phénomène des collaborateurs partout en Europe, aux yeux des élites étrangères, le régime nazi était un régime modèle dont on ferait bien de s'inspirer. Le plus tôt Hitler que Blum, qui faisait office de catéchisme dans les élites françaises, suisses, britanniques, à la lumière terrible de la guerre d'Espagne, où le bolchevisme gagnait, à la lumière terrible de l'expérience du Front populaire, où un juif aidé par des socialistes et des communistes avait pris le pouvoir et avait donné inconsidérément comment dire, des vacances, des congés payés, des augmentations de salaire aux populos. Tout cela était effrayant pour les élites étrangères, françaises, américaines, scandinaves, suisses, britanniques, etc. Et Hitler, au contraire, apparaissait comme celui qui, grâce au mouvement nazi, avait d'une part détruit la gauche la plus puissante du monde, la gauche allemande, KPD, le SPD, le syndicalisme allemand, balayé en quelques semaines, faisait obstacle géographiquement à l'URSS de Staline et avait, par sa politique volontariste de production et de productivité, transformé l'Allemagne en zone d'investissement optimale. Grâce à la politique de réarmement, grâce au financement de ce réarmement, l'Allemagne était redevenue ce qu'elle avait pu être avant 14 et dans les années 20, c'est-à-dire cette zone bénie, servie par une bonne industrie, une logistique assurée par de bonnes structures, une bonne fonction publique, une bonne levée de l'impôt. Elle était redevenue une zone d'investissement optimale dont on ne se privait pas d'exploiter tous les bonheurs financiers, productifs. Ce serait trop long hein, d'énumérer la litanie de tous les industriels qui sont allés faire leurs courbettes au régime nazi, hein, Louis Renault en France et tant d'autres, avant la Seconde Guerre mondiale et qui ensuite ont tout à fait gaiement poursuivi dans une politique de collaboration, puisque c'était bien connu, Hitler nous sauvait du judaïsme et du bolchevisme. Il faut rappeler cela hein, tout de même en cette période d'actualité où apparemment le deuil des Windsor est universel. La famille régnante dans le Royaume-Uni était absolument fascinée dans les années 30 par le modèle nazi. Fascinée par cette manière dont une élite germanique, elle se considérait la famille royale, elle-même d'origine allemande, comme faisant partie de cette élite germanique, comment donc une élite germanique avait mis au pas un pays et permis la constitution de richesses et illustré par ailleurs une expérience sociale, d'ingénierie sociale, scientifique, eugéniste, raciste et antisémite, mais qui ne l'était pas, eh bien, une expérience tout à fait digne d'intérêt dont on pouvait tirer les leçons. Voilà, je m'arrête là.